Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et romans les plus utiles et intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute. Si je te disais qu'un seul livre peut t'apprendre la discipline, la confiance, la productivité, la gestion mentale et la réussite, tu le lirais? Aujourd'hui, je te résume le grand livre du développement personnel. Si tu veux passer du niveau « je rêve » au niveau « je réalise », reste jusqu'à la fin. Ce livre a été écrit par James Path. Il a pour objectif d'aider les lecteurs à développer leur potentiel, améliorer leur confiance en eux et adopter des habitudes favorisant la réussite personnelle et professionnelle. À travers une synthèse de 6 ouvrages en un seul, l'auteur cherche à offrir des outils pratiques pour progresser dans tous les aspects de la vie. Introduction. Imagine commencer un livre qui ne cherche pas à te motiver, mais à te réveiller. L'introduction ne caresse pas l'ego, elle le secoue. Elle affirme une vérité simple mais dérangeante. La plupart des gens ne manquent ni d'intelligence ni d'opportunité. Ils manquent de direction intérieure. Ils vivent en pilote automatique, répétant les mêmes habitudes, espérant des résultats différents. L'auteur pose alors un principe fondamental. Le changement extérieur est toujours le reflet d'un changement intérieur. Avant l'argent, il y a la mentalité. Avant l'expansion, il y a la discipline. Avant la réussite visible, il y a un travail invisible sur soi. Le développement personnel n'est pas une collection de conseils, c'est une reconstruction progressive de son identité. Ce qui rend cette introduction puissante, c'est qu'elle renverse la perspective. Elle ne te demande pas ce que tu veux accomplir, elle te demande qui tu dois devenir pour l'accomplir. Elle montre que le véritable potentiel ne disparaît jamais. Il dort simplement sous des couches de doute, de peur et d'excuses. Puis elle installe une tension captivante. Si tu continues à penser comme hier, tu vivras comme hier. Mais si tu acceptes de transformer ton esprit, ta trajectoire change. Le lecteur comprend que ce livre ne promet pas des miracles rapides, mais une évolution profonde. L'introduction agit comme un miroir. Elle t'oblige à te regarder sans filtre et à reconnaître une chose essentielle. Personne ne viendra construire ta vie à ta place. Et c'est précisément cette prise de conscience qui donne envie de tourner la page, parce qu'on sent que la suite ne va pas simplement informer, elle va transformer. Chapitre 1. Le premier chapitre pose la fondation de tout le livre. La responsabilité personnelle absolue. L'auteur y défend une idée centrale, presque brutale dans sa simplicité. Tant que tu attribues tes résultats aux circonstances, tu restes prisonnier des circonstances. Il explique que la transformation commence le jour où tu acceptes que ta vie actuelle est le résultat de tes pensées dominantes, de tes décisions répétées et de tes habitudes quotidiennes. Il insiste sur le fait que beaucoup de personnes veulent changer leur situation sans changer leur manière de penser. Elles veulent plus d'argent sans développer plus de valeur. Elles veulent plus de respect sans devenir plus disciplinées. Elles veulent réussir sans devenir différentes. Or, selon lui, ce que vous obtenez reflète ce que vous êtes devenu. Cette phrase résume l'esprit du chapitre. Les résultats ne mentent pas, ils révèlent. L'auteur approfondit la notion de mentalité en montrant que nos croyances invisibles gouvernent nos comportements visibles. Si quelqu'un pense inconsciemment qu'il n'est pas capable de réussir en affaires, il évitera les opportunités, procrastinera et abandonnera rapidement face aux obstacles. À l'inverse, une personne convaincue que les difficultés sont des leçons cherchera des solutions au lieu de chercher des excuses. Il écrit que la qualité de votre vie dépend de la qualité de vos pensées, soulignant que le dialogue intérieur construit ou détruit l'ambition. Un exemple concret permet d'illustrer ce principe. Imagine 2 jeunes entrepreneurs confrontés à un échec commercial. Le premier accuse le marché, la concurrence, l'économie. Il se décourage et ralentit ses efforts. Le second analyse ses erreurs, ajuste sa stratégie
améliore son produit et recommence. Extérieurement, ils ont vécu la même situation. Intérieurement, ils n'ont pas interprété l'événement de la même façon. Leurs résultats futurs seront donc radicalement différents. Le chapitre explore aussi la notion de confort. L'auteur explique que la plupart des individus restent dans des zones familières parce qu'elles sont rassurantes, même si elles limitent leur croissance. Il affirme que la croissance commence là où le confort s'arrête. Cela signifie que progresser exige d'accepter l'inconfort temporaire, apprendre de nouvelles compétences, affronter le rejet, prendre des décisions difficiles. Sans cette disposition, aucune évolution durable n'est possible. Il développe ensuite l'idée que la discipline n'est pas une contrainte, mais une forme de liberté. Une personne disciplinée n'est pas esclave de ses émotions, de ses distractions ou de ses impulsions. Elle agit selon ses objectifs, non selon son humeur. Par exemple, travailler sur son projet même quand la motivation est faible crée un avantage cumulatif. À long terme, ce sont ces actions répétées qui transforment une intention en réussite concrète. Enfin, le chapitre se conclut sur une prise de conscience puissante. Personne ne viendra te sauver. Ni un mentor, ni une opportunité magique, ni un coup de chance. L'auteur rappelle que le potentiel existe en chacun, mais qu'il reste dormant tant qu'il n'est pas activé par la décision et l'action cohérente. Il ne s'agit pas simplement de vouloir réussir, il s'agit de devenir la personne capable de réussir. Ce premier chapitre agit comme un électrochoc. Il ne donne pas seulement des conseils, il change le cadre mental du lecteur. Il l'amène à comprendre que la clé de toute expansion extérieure réside dans une transformation intérieure volontaire, consciente et quotidienne. C'est une invitation à abandonner le rôle de victime pour adopter celui de créateur de sa propre trajectoire. Chapitre 2. Le deuxième chapitre approfondit un pilier essentiel de la réussite, le pouvoir des habitudes et de la constance. Après avoir établi que la responsabilité personnelle est la base de tout changement, l'auteur montre que la transformation ne repose pas sur des actions spectaculaires, mais sur des comportements répétés avec discipline. Il affirme que nous ne décidons pas de notre avenir une fois, nous le décidons chaque jour. Cette phrase souligne que la réussite est un processus, pas un événement. L'auteur explique que chaque habitude agit comme un vote pour la personne que nous devenons. Lorsque tu lis, tu votes pour devenir plus compétent. Lorsque tu procrastines, tu votes pour rester stagnant. Ce sont ces votes répétés qui construisent une identité. Ainsi, la clé n'est pas de chercher la motivation permanente, mais d'installer des routines qui fonctionnent même quand l'envie disparaît. Il insiste sur une vérité souvent ignorée. La motivation est instable, la discipline est fiable. Beaucoup attendent de se sentir prêts pour agir. Pourtant, l'action précède souvent la motivation. Par exemple, un entrepreneur qui attend l'inspiration pour travailler sur son projet perdra un temps précieux. Celui qui décide de travailler chaque jour à heure fixe, peu importe son humeur, construit un avantage durable. À long terme, ce n'est pas le plus motivé qui gagne, mais le plus constant. Le chapitre développe aussi la notion d'effet cumulatif. De petites actions, apparemment insignifiantes, produisent des résultats impressionnants lorsqu'elles sont répétées sur la durée. Économiser un petit montant régulièrement, améliorer légèrement son produit chaque semaine, contacter un nouveau prospect chaque jour, isolé, ces actions semblent modestes. Mais combinées dans le temps, elles créent une croissance exponentielle. L'auteur rappelle que le succès est la somme de petits efforts répétés. Il met également en garde contre les habitudes invisibles qui sabotent le progrès. La distraction constante, l'excès de réseaux sociaux, le manque de planification ou le sommeil irrégulier paraissent anodins. Pourtant, ces comportements fragmentent l'énergie et affaiblissent la concentration. Remplacer une habitude négative par une habitude constructive devient alors une stratégie puissante. Par exemple,
Remplacer 30 minutes de distraction par 30 minutes d'apprentissage quotidien peut transformer radicalement une trajectoire professionnelle. Le chapitre insiste enfin sur l'identité. L'auteur explique qu'il est plus efficace de se concentrer sur qui l'on veut devenir plutôt que sur ce que l'on veut obtenir. Dire « je veux réussir » est vague. Dire « je deviens une personne disciplinée, organisée et persévérante » change le comportement. Lorsque l'identité évolue, les actions suivent naturellement. En conclusion, ce chapitre enseigne que la réussite n'est pas une explosion soudaine de talent ou de chance, mais le résultat d'une accumulation silencieuse d'efforts cohérents. Il rappelle que chaque journée est une opportunité de renforcer ou d'affaiblir sa trajectoire. Et il laisse le lecteur avec une question puissante. Quelles habitudes construisent réellement la vie que tu dis vouloir créer? Chapitre 3. Le troisième chapitre aborde un levier décisif de la réussite, la maîtrise de l'esprit et des émotions. Après avoir parlé de responsabilité et d'habitude, l'auteur montre que même une personne disciplinée peut saboter ses efforts si elle ne sait pas gérer son monde intérieur. Il affirme que ce n'est pas l'événement qui détermine votre vie, mais l'interprétation que vous en faites. Autrement dit, deux personnes peuvent vivre la même situation et produire des résultats totalement opposés. L'auteur explique que nos émotions influencent directement nos décisions. La peur peut paralyser une opportunité. La colère peut détériorer une relation professionnelle. Le doute peut ralentir une action stratégique. Un entrepreneur qui panique face à une baisse de vente risque de prendre des décisions précipitées. À l'inverse, celui qui garde son calme analyse les données, ajuste sa stratégie et transforme la difficulté en apprentissage. Il développe également la notion de dialogue intérieur. Beaucoup de limites ne viennent pas du monde extérieur, mais des phrases que nous nous répétons inconsciemment. Je ne suis pas assez compétent. Je ne suis pas fait pour ça. Ces pensées deviennent des prophéties. L'auteur insiste sur le fait que l'esprit doit être entraîné comme un muscle. Il écrit que la maîtrise de soi précède la maîtrise des circonstances. Cela signifie que le contrôle émotionnel est une compétence stratégique. Un exemple concret illustre cette idée. Imagine un jeune entrepreneur qui présente son projet et reçoit un refus. S'il interprète ce refus comme une preuve d'incompétence, il perdra confiance et réduira ses ambitions. S'il l'interprète comme un retour d'information, il améliorera sa proposition et reviendra plus fort. La différence ne se situe pas dans le refus, mais dans la gestion mentale du refus. Le chapitre souligne aussi l'importance du calme stratégique. Dans un monde rapide et bruyant, celui qui sait ralentir pour réfléchir prend souvent de meilleures décisions. Prendre du recul, analyser avant de réagir, éviter les décisions impulsives, ce sont des signes de maturité entrepreneuriale. L'auteur rappelle que la stabilité émotionnelle crée la crédibilité et inspire la confiance. Enfin, il met en lumière le lien entre énergie et performance. Les émotions négatives, prolongées, épuisent. Les pensées positives réalistes dynamisent. Cela ne signifie pas ignorer les problèmes, mais les affronter avec lucidité et maîtrise. La réussite durable exige un esprit stable capable de traverser les périodes d'incertitude. Ce chapitre agit comme un avertissement puissant. Tu peux avoir un bon projet, de bonnes compétences et de bonnes habitudes, mais si ton esprit n'est pas discipliné, tu deviendras ton propre obstacle. Il prépare ainsi le lecteur à comprendre que la véritable force d'un entrepreneur ne se mesure pas seulement à son intelligence ou à son ambition, mais à sa capacité à rester solide intérieurement quand tout vacille autour de lui. Chapitre 4. Le quatrième chapitre met l'accent sur un principe déterminant, la vision claire et la direction intentionnelle. Après avoir travaillé sur la responsabilité, les habitudes et la maîtrise émotionnelle, l'auteur explique que l'effort sans direction conduit à l'épuisement, pas à la réussite. Il affirme que, là où il n'y a pas de vision, l'énergie se disperse.
Autrement dit, on peut être actif sans être efficace. Il développe l'idée que beaucoup de personnes travaillent dur, mais avancent dans le flou. Elles veulent réussir, mais ne savent pas précisément ce que cela signifie pour elles. Or, une vision précise agit comme une boussole. Elle oriente les décisions, filtre les distractions et renforce la motivation. Par exemple, un entrepreneur qui sait exactement quel type d'entreprise il veut bâtir, quel impact il veut avoir et quel style de vie il vise, prendra des décisions plus cohérentes que celui qui agit au hasard des opportunités. L'auteur insiste également sur la puissance de la clarté écrite. Mettre ses objectifs sur papier transforme une intention vague en engagement concret. Il explique que clarifier sa vision oblige à réfléchir profondément à ses priorités. Cela permet aussi d'identifier les actions réellement utiles et d'éliminer celles qui ne servent pas le but principal. La clarté précède la performance, écrit-il, soulignant que l'esprit agit mieux lorsqu'il sait où il va. Un exemple concret illustre cette idée. 2 jeunes entrepreneurs lancent une activité. Le premier accepte toutes les opportunités sans stratégie claire, change fréquemment de direction et se disperse. Le second définit un positionnement précis, un public cible et un objectif à long terme. Même si le second avance plus lentement au début, il construit une trajectoire solide et cohérente. La différence ne réside pas dans le talent, mais dans la vision. Le chapitre aborde aussi la notion d'engagement profond. Avoir une vision signifie accepter des sacrifices temporaires. Moins de distractions, plus de concentration. Moins de réactions impulsives, plus de décisions stratégiques. L'auteur rappelle que ce que vous poursuivez avec constance finit par vous transformer. Une vision forte crée une discipline naturelle. Enfin, il met en garde contre le danger de vivre selon les attentes des autres. Construire sa vie sur des standards imposés par l'environnement mène souvent à la frustration. Définir sa propre vision permet de rester aligné avec ses valeurs et ses ambitions réelles. C'est cette cohérence intérieure qui donne de la puissance aux actions extérieures. Ce chapitre pousse le lecteur à se poser une question essentielle. Est-ce que je construis ma vie intentionnellement? Ou est-ce que je réagis simplement aux circonstances? Il prépare ainsi le terrain pour comprendre que la réussite durable n'est pas un accident, mais le résultat d'une direction claire, suivie avec persévérance. Chapitre 5. Le 5e chapitre aborde un thème central pour tout entrepreneur ambitieux, le passage à l'action courageux et persistant. Après avoir construit la responsabilité, les habitudes, la maîtrise émotionnelle et la vision, l'auteur explique que tout cela reste théorique, sans exécution. Il affirme que l'intention sans action nourrit l'illusion, pas le progrès. Beaucoup savent ce qu'ils doivent faire, mais peu le font avec constance. L'auteur met en lumière un ennemi silencieux, la peur déguisée en prudence. Peur d'échouer, peur du regard des autres, peur de ne pas être à la hauteur. Ces peurs paralysent plus de projets que le manque de compétences. Il rappelle que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la décision d'avancer malgré elle. L'action répétée finit par réduire l'intensité de la crainte et renforce la confiance. Un exemple concret illustre ce principe. Un jeune entrepreneur veut lancer son produit, mais repousse sans cesse la mise en marché en cherchant la perfection. Il améliore, ajuste, corrige, mais ne publie jamais. Un autre accepte que son produit ne soit pas parfait, le lance, récolte des retours, améliore progressivement. Celui qui agit imparfaitement apprend plus vite que celui qui attend des conditions idéales. L'auteur souligne que la perfection retarde, l'action éduque. Le chapitre insiste aussi sur la persévérance stratégique. L'échec n'est pas présenté comme une fin, mais comme une information. Chaque tentative fournit des données utiles. Abandonner trop tôt empêche d'accumuler ses apprentissages. L'auteur rappelle
que la réussite visible est souvent précédée d'efforts invisibles. Ce sont les tentatives répétées, souvent ignorées du public, qui préparent la percée. Il développe également la notion de responsabilité continue. Passer à l'action une fois est facile. Maintenir l'action dans la durée exige un engagement profond. Cela signifie continuer à prospecter après plusieurs refus, continuer à apprendre malgré les lenteurs, continuer à bâtir quand les résultats tardent. La constance crée une dynamique que la chance ne peut offrir seule. Enfin, le chapitre se conclut sur une idée forte. Le monde récompense ceux qui exécutent, pas seulement ceux qui planifient. Les idées ont peu de valeur sans mise en œuvre. L'auteur rappelle que chaque jour offre une opportunité d'avancer, même légèrement. C'est l'accumulation de ces avancées qui construit la réussite durable. Ce chapitre agit comme un déclencheur. Il ne laisse plus place à l'attente ou aux excuses. Il confronte le lecteur à une réalité simple. La différence entre le rêveur et le bâtisseur réside dans la décision quotidienne d'agir, encore et encore, jusqu'à transformer une vision en réalité tangible. Chapitre 6. Le 6e chapitre élève le niveau de réflexion en abordant un principe souvent négligé. La contribution et la valeur apportée aux autres comme fondement durable de la réussite. Après avoir travaillé sur soi, ses habitudes, ses émotions, sa vision et son action, l'auteur montre que le succès véritable ne repose pas seulement sur l'ambition personnelle, mais sur l'impact que l'on crée autour de soi. Il affirme que votre récompense sera toujours proportionnelle à la valeur que vous apportez. L'idée centrale est simple mais puissante. L'argent, la reconnaissance et les opportunités sont des conséquences, pas des objectifs finaux. Ce qui attire ces résultats, c'est la capacité à résoudre des problèmes, à répondre à des besoins réels et à améliorer la vie des autres. Un entrepreneur qui cherche uniquement le gain rapide finit par s'essouffler. Celui qui cherche à servir efficacement construit une base solide et durable. L'auteur développe aussi la notion d'excellence. Offrir de la valeur ne signifie pas faire le minimum requis, mais dépasser les attentes. Dans un marché compétitif, ce sont ceux qui donnent plus que prévu qui se démarquent. Par exemple, un entrepreneur qui accompagne ses clients avec un suivi attentif, une écoute réelle et une amélioration continue crée une relation de confiance. Cette confiance devient un avantage stratégique que la concurrence ne peut copier facilement. Le chapitre insiste également sur l'importance des relations. La réussite n'est jamais totalement solitaire. Les connexions, les partenariats, la réputation jouent un rôle majeur. L'auteur rappelle que votre réseau reflète votre niveau. Cela signifie qu'en développant son intégrité, sa compétence et sa fiabilité, on attire naturellement des collaborations de qualité. La valeur personnelle influence la qualité des opportunités. Un exemple concret renforce ce message. 2 entrepreneurs vendent un service similaire. Le premier se concentre uniquement sur la transaction. Le second cherche à comprendre profondément les besoins de ses clients, adapte son offre et apporte des solutions personnalisées. À long terme, le second crée une fidélité et un bouche-à-oreille puissant. La différence ne réside pas seulement dans le produit, mais dans l'intention et l'engagement envers la valeur. Enfin, le chapitre conclut sur une perspective inspirante. La réussite la plus solide est celle qui élève aussi les autres. Construire une entreprise qui améliore des vies donne un sens plus profond à l'effort quotidien. Cela nourrit la motivation même dans les périodes difficiles. L'auteur suggère que lorsque la mission dépasse l'intérêt personnel, l'énergie devient plus stable et plus durable. Ce dernier chapitre ferme la boucle du livre avec maturité. Il montre que le développement personnel n'est pas uniquement un outil pour réussir individuellement, mais une responsabilité envers la société.
Il laisse le lecteur avec une réflexion puissante. Si tu veux grandir durablement, assure-toi que ta croissance profite aussi à ceux qui t'entourent. Chapitre 7. Le 7e chapitre approfondit un principe fondamental souvent ignoré: la résilience et la capacité à naviguer dans l'adversité. Après avoir exploré la responsabilité, les habitudes, la maîtrise émotionnelle, la vision, l'action et la valeur apportée aux autres, l'auteur montre que la réussite durable n'est pas linéaire. Les obstacles, les échecs et les périodes de doute sont inévitables. Il affirme que la force ne se mesure pas dans le confort, mais dans la manière dont tu te relèves après la chute. L'auteur explique que la résilience ne signifie pas simplement encaisser les coups, mais apprendre à les transformer en levier. Chaque difficulté contient une leçon cachée, une opportunité de renforcer sa discipline, sa créativité et sa confiance. Par exemple, un entrepreneur confronté à un échec commercial peut choisir de se décourager et d'abandonner, ou d'analyser objectivement ce qui n'a pas fonctionné, d'ajuster sa stratégie et de revenir plus fort. La différence se situe dans l'interprétation et l'attitude face à l'adversité. Il développe également la notion de contrôle intérieur. Même dans des situations incontrôlables, on peut contrôler sa réaction. Le chapitre insiste sur le fait que la maîtrise de soi dans les moments difficiles est une compétence stratégique. Ce n'est pas l'événement qui compte, mais ce que tu en fais, répète l'auteur. Cela implique de prendre du recul, de rester lucide et de transformer le stress en énergie productive. Un exemple concret illustre ce principe. Imagine un entrepreneur qui subit une critique publique de son produit. La réaction instinctive pourrait être de se défendre ou de se décourager. Mais celui qui applique la résilience écoute, évalue les critiques constructives et ajuste son offre. À long terme, cette approche transforme les obstacles en points de croissance et forge une réputation de fiabilité et de maturité. Le chapitre souligne aussi l'importance de la patience stratégique. La résilience n'est pas seulement une question de réaction immédiate, mais de persistance dans la durée. Les résultats significatifs demandent souvent de traverser plusieurs cycles de difficultés sans abandonner. L'auteur rappelle que ceux qui réussissent le mieux sont ceux qui voient chaque revers comme une étape d'apprentissage plutôt qu'une fatalité. Enfin, le chapitre se conclut sur une idée inspirante. La résilience n'est pas un trait inné, mais une compétence que l'on cultive par l'expérience, la réflexion et l'action consciente. Elle devient la fondation qui soutient toutes les autres stratégies du livre. Pour le jeune entrepreneur, cela signifie que chaque défi, chaque rejet, chaque obstacle peut devenir une pierre pour construire son succès, à condition de l'aborder avec une mentalité de croissance et un engagement ferme envers son développement personnel. Ce chapitre prépare le lecteur à comprendre que la réussite n'est pas seulement une question de talent, de planification ou de travail acharné. C'est avant tout la capacité à se relever, à apprendre et à avancer encore et encore, jusqu'à transformer chaque épreuve en opportunité. Conclusion. Après avoir exploré la responsabilité, les habitudes, la maîtrise de soi, la vision, l'action, la valeur apportée aux autres et la résilience, il devient évident que la réussite n'est pas un hasard. Elle n'attend pas que tu sois prêt, ni que les conditions soient trop parfaites. Elle se construit jour après jour par des décisions conscientes, des actions répétées et un engagement total envers ton évolution personnelle. Comme le rappelle l'auteur, ta vie ne change pas par chance, elle change par choix.